Mesdames, Messieurs, bonjour et bonjour parce que vous êtes avec nous. Si vous êtes avec nous depuis le commencement, vous savez déjà que vous suivez la 13e édition du Sommet international de la finance, organisé cette année le 17, 18 et 19 avril à l'Hôtel Marriott et aussi en ligne, en mode virtuel. Vous pouvez nous suivre sur la plateforme haiti-sommetfinance.com et aussi sur la plateforme de Profin TV. Nous allons enchaîner avec cette deuxième causerie, renforcer le partenariat pour atteindre les ODD. Je parle bien sûr des objectifs de développement durable et avec moi sur l'estrade, Madame Ulrika Richardson, qui est actuellement la représentante spéciale adjointe du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, coordonnatrice et résidente et humanitaire en Haïti. Madame Richardson dispose de plus de 30 ans d'expérience dans la coopération internationale. Avant d'occuper cette fonction en Haïti, elle était au Kosovo. Notamment, elle a fait un passage au Cap-Vert pour ne citer que cela. Donc, ce matin, Madame Richardson va nous entretenir de coopération internationale puisque en mars dernier, elle a été à Doha, au Qatar, pour participer à la 5e conférence des Nations Unies sur les pays et les moins avancés, qu'on appelle couramment les PMA. Donc, Haïti est un PMA et il y a eu une délégation du gouvernement, de la société civile et du secteur privé qui a fait le voyage pour participer à cette conférence. Donc, nous allons voir quels sont les principaux résultats de cette conférence. Mais juste avant, Madame Richardson, bonjour. Un plaisir et un privilège de vous avoir avec nous pour cette 13e édition du Sommet international de la finance. Comment allez-vous? Merci beaucoup, Patrick. C'est un plaisir d'être là. Je voudrais saluer effectivement le gouverneur de Banque centrale d'Haïti, les autres dignitaires qui sont là et évidemment aussi remercier pour l'invitation, mais aussi peut-être un mot particulier pour toutes les jeunes que je vois ici. Et je pense que ça, c'est énormément fondamental. Haïti, c'est un pays avec une longue histoire, une riche histoire, très digne, mais c'est quand même une population très jeune. Et donc, votre participation dans ces conversations sont absolument fondamentales pour le futur du pays. Et donc, merci beaucoup. Aussi, salutations et félicitations à Groupe Croissance et Profine pour l'organisation de cet événement et pour la ténacité, la détermination de le faire. Je comprends que c'est le 13e édition. Oui, 13e. Et peut-être pour dire un mot que de le faire quand le pays faire face aux crises tellement exceptionnelles, si on peut dire ça, crise sociopolitique, crise économique, sécuritaire, humanitaire. C'est une détermination assez formidable parce que normalement, la tendance, la réaction le plus naturelle pourrait être de répondre à l'immédiat, ça veut dire aux problèmes qui sont en face de nous au quotidien, mais il faut faire ça, mais il ne faut pas perdre de vue des défis de long terme. Et cela, c'est cet écosystème entre l'économie, euh, les questions sociaux et l'environnement environnemental. Donc, merci encore une fois. D'accord, merci beaucoup, Madame Richardson. Et on enchaîne rapidement. Et comme je disais, vous étiez à Doha et pour participer à la 5e conférence des Nations Unies sur les PMA, les pays les moins avancés. Donc, à boule pour point, quels sont les principaux résultats de cette conférence? Bon, plusieurs, je voudrais dire. C'était un plaisir d'être là. Pour moi, personnellement, c'était une grande révélation de sens que j'étais là avec quelques membres qui sont là dans le public, mais surtout avec le secteur privé d'Haïti. Et là, j'ai vu vraiment une potentialité énorme et peut-être même pas une potentialité parce que j'ai vu et j'ai compris les initiatives qui sont en cours. On a bien écouté ce matin le gouverneur, M. Dubois,
et aussi Kessner qui a parlé. Et effectivement, il y a tellement de choses qui sont en cours. Il y a tellement des possibilités. Moi, je suis plein d'espoir. C'est vrai, je travaille chaque jour dans les questions de développement humanitaire et je vois vraiment la précarité, la souffrance qui fait face trop de Haïtiens ici aujourd'hui. On vient de lancer un plan humanitaire, un plan pour la réponse humanitaire qui est exceptionnel cette année. Ça veut dire le montant pour pouvoir répondre aux besoins humanitaires, l'enveloppe financière, c'est 720 millions de dollars. Et ça, c'est pour un an. Et donc, mais je dois dire que je suis plein d'espoir parce qu'à Doha, j'ai vu la pertinence, pas seulement de la participation d'Haïti dans cette conférence, les liens qui étaient établis parmi les acteurs de secteur privé, mais aussi la pertinence de créer des liens entre les acteurs de secteur privé et les secteurs publics et aussi les thématiques entre l'économie sociale et environnementale. Donc, pour moi, il y avait plein de résolutions à Doha. Il y avait des compromis au niveau international de doubler les efforts pour pouvoir aider les PMA, les pays moins avancés. Je n'aime pas trop, je dois dire, le, le terminologie, parce que le terminologie, parfois, il ne nous aide pas. Il l'enferme seulement dans les différentes catégories. Et je pense qu'Haïti, ce que c'était très clair aussi à Doha, c'est que Haïti, bon, c'est un PMA, si on utilise cette terminologie, c'est aussi un petit pays insulaire en développement. Ça veut dire qu'il y a des défis assez extraordinaires, hein. Mais aussi pour dire que Haïti, il y a quelques côtés positifs qui fait Haïti quand même un cas spécial. Il n'y a pas une dépendance de assistance étrangère comme les autres, comme pour beaucoup des autres PMA. Haïti est quand même, et ça peut-être c'est quelque chose qui a le racine, c'est peut-être pas très positif parce que c'est quand même, il y a un certain, et je dois le dire, il y a un certain, parfois, tendance d'oublier Haïti dans les grandes conversations, dans les grandes crises. On vient de parler ici de la situation mondiale. Il est terrible. Quand on regarde le monde, on a la guerre en Ukraine, on a tout ce qui vient avec ça. Ça veut dire une inflation globale qui est très, très élevée, des taux de chômage très élevés, une augmentation de prix d'énergie aussi très élevée. Donc, mais pour dire, Haïti, il a quand même quelques dimensions très positives qui font sorte que Haïti a des possibilités d'accélérer un peu sa sortie de ces crises. Évidemment, on sait que c'est compliqué. On a des taux de violence qui sont sans précédent. On a le capital qui est bloqué dans le contact avec le Sud et avec le Nord. Donc, ça, effectivement, ça a un impact sur l'économie, ça a un impact sur le développement du pays, parce que tu peux pas faire, c'est pas une libre circulation ni des biens, ni des personnes. Et quand on regarde, par exemple, la production alimentaire, ça, c'est effectivement un grand défi. Mais pour dire que pour moi, Doha, c'était vraiment une révélation du sens que Haïti peut en même temps profiter d'une coopération internationale. On a fait beaucoup des contacts avec des institutions, même de familles de Nations Unies, qui travaillent beaucoup plus dans l'économie et qui n'étaient pas exactement présentes en Haïti. On a le CNUSED, on a le Centre international pour le commerce. Donc, on a des institutions qui n'étaient pas en Haïti parce qu'on ne voyait pas ça comme une crise économique, on le voyait comme une crise humanitaire, développement, etc.
Mais maintenant, on va les faire engager et on va aussi les faire engager avec un beaucoup plus fort lien avec le secteur privé. Donc, pour moi, ça, c'est des choses que vraiment j'ai vues à Doha. Donc, moi, je disais que je rentre avec un espoir et avec une sensation de pouvoir faire, aussi de voir Haïti avec une sortie des crises qui peut être vraiment accélérée si on travaille entre les différentes dimensions. Tout à fait, tout à fait. Doha a permis aussi de mettre sur le tapis un ensemble de défis, particulièrement forte informalité pour les PMA et aussi faible pression fiscale. En Haïti, c'est entre 5 à 6% de pression fiscale. Donc, quel est le rôle du programme d'action de Doha qui a été voté par les Nations Unies lors d'une assemblée générale en mars 2022? Comment est-ce que le programme d'action de Doha peut aider ces PMA à surmonter ces défis? Moi, je pense que les réponses, ils se trouvent ici en Haïti. Ils se trouvent parmi les leaders haïtiens. Ça veut dire c'est le gouvernement, il se trouve ici par le secteur privé, il se trouve ici par les personnes qui travaillent chaque jour, mais chaque jour pour améliorer leur pays. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de ces personnes et je suis énormément impressionnée, pas impressionnée, mais je suis fascinée et je vois, c'est pour ça que j'ai toujours cette sensation d'espoir et foi, si on peut dire ça, au futur d'Haïti. Et donc, je pense que c'est pas autant. Il faut regarder Doha comme un plan global de 10 ans. Il faut faire sorte qu'on tire de Doha ce qui peut être utile pour Haïti, pas faire tout. Mais donc, il faut voir comment est-ce qu'on peut créer une cohérence de planification. C'est un outil de planification. Donc, parce que le pays, quand même, on a les ODD, on a les objectifs de développement durable. Le pays a le plan de stratégie nationale pour les ODD. Donc, il faut voir où on peut trouver les liens des convergences entre ces différents programmes et visions et voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je suis absolument d'accord que les investissements vont pas le vrai investissement qui va créer une différence pour le pays, il ne vient pas de l'extérieur. Il faut faire une participation. Bon, et là, vraiment, je suis contente parce que dans quand même, j'appelle toujours mon voyage avec Nations Unies, c'est plus que 30 ans que j'ai vécu avec Nations Unies et j'ai travaillé pour Nations Unies et j'ai vu beaucoup d'exemples où on engage les jeunes, on, on introduit dans le curriculum éducation financière. Donc, comment on peut faire participer les jeunes dans la création de richesses. Et après, ça va être plus facile de faire une participation aussi dans la prospérité. Parce qu'ici, quand même, en Haïti, il faut voir que la prospérité, c'est vraiment pas très bien distribué. Et donc, mais si on a déjà une plus grande participation dans la création de richesses avec les jeunes, je pense que effectivement, ça aide. Mais pour dire que pour moi, il faut regarder ici en Haïti. Il faut, évidemment, il faut utiliser le diaspora. Le diaspora pour Haïti, c'est un outil énorme, c'est une ressource énorme. Et donc, il faut les faire appeler, il faut voir, est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, le remittances, les contributions qu'envoient les diasporas, d'une manière un peu plus durable. Que ça soit pas seulement quelque chose pour permettre le donner sur la table, un investissement d'une maison, d'une voiture, d'une motocycle, etc. Donc, comment on peut faire que l'investissement de diaspora, qui est quand même le remittances, qui est quand même un montant très, très élevé, peut être utilisé pour vraiment créer une richesse qui peut être après distribuée beaucoup plus également. Et donc, seulement pour dire que moi, je pense qu'il ne faut pas regarder Doha qui est quelque chose, OK, comment Doha va nous aider. Non. Comment ça peut nous inspirer
hein, et créer des partenariats, évidemment, pour effectivement voir ici en Haïti. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, ça c'est clair. Il y a, quand on regarde les politiques ici en Haïti, une petite tendance d'être formulées un peu dans un silo. On oublie parfois de regarder les politiques aussi au niveau latéral, horizontal. Ça veut dire comment est-ce que dans les politiques de santé, de protection sociale, on a aussi des éléments d'environnement. Par exemple, durabilité, écologie, si on peut dire ça. Et comment aussi, dans les politiques économiques, comment on peut vraiment intégrer les dimensions sociales et les dimensions environnementales. Donc, je pense que c'est plutôt regarder ici en Haïti, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour notre pays. Tout à fait. Et l'investissement est incontournable, si je dois dire. Le gouverneur en a parlé tout à l'heure du rôle des investissements, mais il y a un facteur clé à prendre en compte, c'est la situation actuelle, l'instant T. Pouvons-nous encore attirer les investissements nécessaires pour financer et atteindre les objectifs de développement durable en Haïti, dans la situation actuelle? Encore une fois, je pense que oui, parce qu'il y a une richesse dans le pays. Ça veut dire le peuple, la population. Il faut investir dans l'éducation. C'est la fameuse capital humain. On a aussi un capital environnemental. Et ça, c'est urgent parce qu'il y a une grande dégradation environnementale en Haïti. On voit la déforestation. Le gouverneur a parlé de reboisement, qui est vraiment, ça c'est quelque chose de très urgent. On a la dégradation côtière. On a érosion. Et donc, avec chaque pluie, une pluie qui devrait seulement être bénéfique pour le pays et pour l'agriculture, peut créer un phénomène contraire. Ça veut dire ça peut provoquer une catastrophe, un désastre. Parce que on a coupé les arbres pour produire le charbon, on a coupé les mangroves et donc il n'y a rien pour tenir la terre. Et donc je pense que une des réponses qui pourrait être quelque chose assez immédiat dans le sens des fruits positifs, mais aussi avec un impact dans la durabilité, je pense que c'est l'agriculture. Et, et comme on a bien entendu, ce n'est pas nécessaire qu'on soit spécialiste pour s'engager dans ce domaine. Mais par exemple, nous, comme Nations Unies, et c'est une chose assez évidente, on peut dire. Vous savez qu'il y a une forte, malheureusement, très, très forte, je dois dire, le taux le plus élevé de toujours ici en Haïti dans l'insécurité alimentaire. Ça veut dire que presque la moitié de la population a besoin d'une assistance alimentaire urgente. Il y a une malnutrition que le pays n'a pas vue avant. Et donc, effectivement, on a des organisations, et moi, j'ai aussi un de mes chapeaux, c'est coordonner l'assistance humanitaire. Et donc, pour nous, une assistance alimentaire est effectivement un des plus gros défis. Pour satisfaire cette assistance alimentaire, au lieu d'importer les produits alimentaires, on veut stimuler la production locale. Moi, je suis convaincue, mais plus que convaincue, et on le fait, plus en plus. Aujourd'hui, 40% des repas qui est servi dans les cantines scolaires, et moi je l'ai visité, j'ai même partagé un repas avec des enfants, tous ces légumes-là, la viande, etc., c'est produit localement. Maintenant, c'est 40%, mais il faut le doubler. Plus que ça, il faut arriver à 100%. Parce que Haïti il y a une terre énormément fertile. Il y a des personnes qui sont... Il y a une histoire d'agriculture. Il y a des coopératives. Et donc, ça, si on peut élever le taux
de production locale pour les repas qui sont mis dans toutes les écoles pour tous les enfants. Pas seulement est-ce que le repas va être plus adéquat au goût des enfants, ça va être plus nutritionnel et ça va aussi stimuler l'économie locale. Et si on peut en même temps enseigner, ça veut dire éduquer les agriculteurs locaux des pratiques durables, ça veut dire comment faire l'agriculture sans détruire et dégrader l'environnement. Par exemple, quel type de semences, combien de l'eau, quel type comment on dit ça, goutte à goutte, l'irrigation goutte à goutte, etc., etc. Quand planter les choses, tout ça. Donc, tu peux même renforcer la durabilité environnementale. Donc, ça, c'est des choses pour moi qui sont assez simples, faciles et qui peuvent produire des résultats de long terme très, très importants pour le pays. Tout à fait. Et quel rôle les Nations Unies peuvent-elles jouer justement pour promouvoir ces investissements si nécessaire au financement et à l'atteinte des ODD? Oui, par exemple, comme je disais, là, à Doha, on a établi des contacts parce qu'il y avait une participation forte, pas seulement du gouvernement, mais aussi de secteur privé, bon, aussi la société civile, mais le secteur privé. Donc, on a créé des contacts avec les agences qui peuvent venir ici, des acteurs, pour, par exemple, augmenter les opportunités de crédit, des crédits comme on dit ça, aux conditions très, très, comment on dit ça, pas difficiles, ça veut dire des taux d'intérêt assez bas avec une durabilité de repaiement assez longue. Et ça, c'est une chose. Et donc, on va déjà, dans un mois ou 2 mois, on va avoir une conversation avec cette organisation des Nations Unies et les membres les acteurs du secteur privé ici. Donc, ça, c'est un des exemples, hein. Et l'autre, c'est effectivement, ici, comme Nations Unies, on a une stratégie de coopération. On vient de le terminer. On va le signer avec le gouvernement cette semaine. Jeudi, on va signer notre cadre de coopération pour les prochains 5 ans. Et cette cadre de coopération, pour la première fois, il n'a pas seulement des questions sociaux, parce que normalement, Nations Unies, évidemment, on travaille beaucoup dans les domaines éducation, santé, protection sociale et effectivement la bonne gouvernance, la justice, lutter contre la corruption, contre le blanchiment de l'argent, etc. Mais aussi là, on a transformation économique et aussi une transformation environnementale. Ça veut dire on va faire intégrer ces dimensions-là pour chaque activité qu'on va faire, pour chaque programme, stratégie, pour chaque politique. Donc, on travaille avec le gouvernement. Donc, pour nous, ça, c'est quelque chose que nous aussi, comme Nations Unies, moi, je regarde à l'interne et je dis, qu'est-ce que nous pouvons faire différemment pour aider mieux le pays, pour accélérer une croissance économique beaucoup plus digne, beaucoup plus durable et beaucoup plus partagée. Donc, ça aussi, on regarde de l'intérieur comment nous pouvons faire différemment. Tout à fait. Et pour avoir été à Doha également, il y a un sentiment, bon, c'est pas même un sentiment, c'est pas même un sentiment, c'est un constat qui se dégage. Sur les 46 PMA et qui sont répartis entre l'Afrique et l'Asie-Pacifique, Haïti est le seul PMA des Amériques. Il y a ce constat d'éloignement. Comment renforcer et comment établir ce lien pour que Haïti ne soit pas isolé vraiment et dans les grandes décisions qui seront prises dans les actions qui vont être implémentées en faveur des PMA. Donc, comment concourir à ce rapprochement
je dois dire qu'il ne pourrait être que bénéfique pour Haïti. Bon, je pense que là, il y a des opportunités. Et c'est vrai, Haïti, et ça, c'était un constat que moi, je fais quand je suis arrivée l'année dernière, fin juin, que Haïti, vraiment, c'est pas exactement très bien, comment on dit ça, intégré dans la région. Évidemment, il y a les points de contact, etc. Et on l'a vu. Mais je pense qu'il y a des opportunités de renforcer la coopération à CARICOM, par exemple, avec, avec le commerce, hein, avec des investissements, mais je pense que surtout dans le commerce, hein. Et aussi, on peut faire un libre mouvement des personnes et donc aussi des produits. Je pense que le CARICOM, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire évidemment aussi dans tout le travail qui fait CARICOM dans la réduction des risques auprès des désastres naturels. Parce qu'il faut voir, Haïti, quand même, c'est un pays, comme je disais, il est très disposé euh, pour être affecté par des gros phénomènes dévastateurs comme des tremblements de terre, des ouragans, etc. Mais aussi, il faut voir comment Haïti peut réduire sa fragilité auprès de ces phénomènes climatiques, hein. Et donc, toute la question climatique qui est quelque chose que CARICOM a pris vraiment comme leur propre, comme on dit ça, priorité. Je pense que là, Haïti doit faire un effort extraordinaire pour participer, pour contribuer, mais aussi pour pouvoir bénéficier. Je pense aussi à CEPAL. C'est la Commission économique de Nations Unies. CEPAL, c'est une plateforme plutôt économique, mais évidemment qui s'engage aussi dans toute la question de développement durable. Il y a un sommet dans une semaine qui va prendre lieu à Chile, Santiago de Chile. Et le ministre de coopération externe et planification sera là. Et donc, là, je pense que cette plateforme de CEPAL, où moi, j'ai vu et que Haïti, c'est assez absent dans les conversations. Et en plus, beaucoup de ces conversations se prennent lieu en espagnol. Donc, ça aide pas trop. Mais de toute façon, il y a, il y a là un espace que je pense qui pourrait bénéficier à Haïti. Et donc, moi, je vais faire en sorte que j'y vais aussi avec le ministre et ensemble, on va essayer de vraiment voir quelles sont les opportunités. C'est aussi un sommet des ODD. Donc, ce sera aussi une opportunité pour Haïti d'établir des contacts, mais aussi d'échanger, voir quelles sont les solutions que les autres pays ont essayées et pilotées et qu'on pourrait voir est-ce qu'ils sont pertinents pour Haïti ou non. Mais je pense que oui, un engagement dans la région, ça serait une plus forte inclusion d'Haïti dans ces conversations. Ça aide beaucoup, surtout au niveau de capital humain, mais aussi capital économique, financier. Merci beaucoup, Madame Richardson. Donc, on va terminer sur un point d'actualité rapidement. Le programme humanitaire lancé récemment de 720 millions de dollars pour venir en aide à 3,9 millions de personnes en nécessité d'assistance humanitaire, si j'ai bonne mémoire. Vous êtes optimiste, donc cet appel va être répondu favorablement pour le financement? Bon, moi, par nature, je suis optimiste, mais effectivement, aussi en même temps réaliste. Cette plan, on l'a lancé la semaine passée. On l'a lancé la semaine passée. Et donc, effectivement, l'enveloppe financière, c'est le double que le plan de 2022. C'est 720 millions de dollars. L'année passée, c'était un peu la moitié et on avait mobilisé la moitié, ça veut dire 50% de montant l'année passée. Mais déjà, on est quelques jours après le lancement et on a déjà 15, presque 20% de financement de notre plan humanitaire pour cette année. Ça veut dire celle on a lancée la semaine passée.
Haïti, il faut le dire, on a parlé des grandes crises globales. Haïti, ce n'est pas une grande crise globale pour le monde. C'est comme ça. On a un monde qui est géopolitiquement très, très, très dangereux, je dirais, et très, très complexe. On a la guerre en Ukraine qui est l'épicentre, si on peut dire ça, de beaucoup d'attention. Donc, évidemment, Haïti n'est pas une priorité. Mais je pense qu'avec une persistance dans la mobilisation et dans la communication sur Haïti, et aussi, évidemment, montrer pour le monde que Haïti, tu peux faire des choses. Tu peux avoir des avancements. Donc, seulement pour dire que là, avec les 720 millions de dollars, on estime pouvoir aider 3,2 millions de personnes ici en Haïti. C'est très triste de pouvoir dire qu'en Haïti, on a estimé que le taux des personnes en besoin d'une assistance humanitaire, il a doublé pendant 5 ans. Donc, aujourd'hui, il y a 5,2 millions de personnes, des Haïtiens, qui ont besoin d'une assistance humanitaire urgente. Avec les 720 millions, même si on reçoit tout ce montant, on ne va pas pouvoir répondre à toutes ces personnes-là. Mais bon, pour dire que, effectivement, le plan, ce qu'on voudrait, il y a un fort investissement pour ce plan en réponse à l'insécurité alimentaire, mais aussi dans la protection. Ça veut dire tout l'impact de la violence de la population. Mais bon, je suis, pour dire peut-être plus courtement, que je suis assez optimiste. Et de toute façon, moi, je ne vais pas... on va doubler nos efforts. On est en contact avec les différents pays et je vais visiter quelques-uns. Le plus grand travail quand même, c'est le gouvernement, c'est le leadership et aussi le secteur privé. Je pense que pour faire face à la crise humanitaire, aussi, il faut le secteur privé. Et je viens de donner l'exemple pour l'insécurité alimentaire, qu'il y a vraiment là, il y a un low-hanging fruit, si on peut dire ça en anglais. Alors là, vraiment, si on fait un effort extraordinaire, moi, je suis sûre, dans 1 an, on peut vraiment presque arriver à la majorité des produits qui sont distribués pour les personnes, pour pouvoir mettre un dîner sur la table pour ses enfants, satisfaire le besoin de cantine scolaire. Si on peut doubler ça et presque arriver à la totalité, ça veut dire que les produits viennent d'Haïti, on peut s'imaginer l'impact sur l'économie locale. Alors déjà là, et ça c'est quelque chose, c'est pas extraordinairement difficile, mais il faut un concert des efforts. Secteur privé, les institutions publiques, nous comme organisation internationale. Il faut aussi que nous regardons nos pratiques. On ne peut pas répéter les erreurs de 2010. Donc ça aussi, et je pense que ça c'est quelque chose, pour moi, ça serait un de mes primaires, ça veut dire, c'est un objectif que j'ai pour cette année. Pas seulement, mais un grand objectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et Madame Richardson, c'était avec nous, Madame Ulrika Richardson, représentante spéciale du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et coordinatrice résidente humanitaire. Voilà, vous suivez la 13e édition du Sommet international de la finance qui se déroule en partie en présentiel à l'hôtel Marriott et également en mode virtuel sur les plateformes Haïti Sommet, finance.com et aussi plateforme TV. On va observer une courte pause, le temps de vous revenir avec un autre panel, ce sera le panel sur l'énergie. À tout de suite. Groupe Croissance et ses partenaires, la Banque de la République d'Haïti BRH et le Centre de facilitation des investissements CFI vous annoncent la tenue de la 13e édition du Sommet international de la finance du 17 au 19 avril 2023 à Marriott Hotel et online. Le thème retenu cette année est « Financer l'éco-développement en Haïti ».
Entendez par là, financer l'économie et l'écologie pour le développement d'Haïti. Comment retrouver la voie d'une croissance économique soutenable et inclusive après 4 années consécutives de contraction du produit intérieur brut ayant conduit à la détérioration des conditions de vie de la population haïtienne? Comment faire face aux défis posés par le changement climatique pour les économies insulaires? Comment assurer la transition énergétique? Comment l'économie haïtienne pourrait bénéficier des nouvelles mesures adoptées par les États-Unis pour raccourcir certaines chaînes d'approvisionnement de secteurs clés de leur économie? Autant de questions et d'opportunités qui seront analysées et débattues dans les différents panels composés d'experts locaux et internationaux au cours du sommet international de finances du 17 au 19 avril 2023 dans la capitale financière haïtienne. Pour plus d'informations, appelez le 29 42 25 25 et le 28 11 78 27. Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur.